Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Éclairage, un complément de la rédaction pour expliquer certains faits de l'actualité. Nous recevons aujourd'hui M. Pascal Tchatima Biala. Il est premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS, le parti de l'ancien président Pascal Lissouba. M. Pascal Tchatima Biala, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, tout de suite, je vais vous poser la question. Beaucoup d'années après le départ du président Pascal Lissouba en exil, qu'est-ce que vous faites de son héritage politique? Nous le gérons au mieux. Nous le gérons comme lui-même l'aurait fait. Mais évidemment, on ne peut pas atteindre ses performances, ses talents. Mais nous essayons de nous efforcer de faire comme lui, sans l'atteindre, bien entendu. Et dans le contexte actuel d'un parti qui est dans l'opposition, d'un parti qui a de moins en moins de ressources pour financer ses activités, et donc il ne peut pas être au niveau où il l'a laissé, ça c'est sûr. Mais soyez-en sûrs, et les militants de l'UPADS qui m'entendent savent que cet héritage, nous n'avons jamais le liquidé. Nous le passerons à d'autres générations, et c'est ce à quoi moi-même je me prépare d'ailleurs. Je rappelle également que vous êtes député de l'Oudima, élu depuis pratiquement 1992. Vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle. Votre parti a également obtenu un nombre important des élus, donc des députés à l'Assemblée nationale, ce qui fait de vous aujourd'hui chef de l'opposition congolaise. Et à ce titre, je crois, vous avez fait des déclarations, vous avez fait une proposition que l'année prochaine, nous irons à l'élection présidentielle, donc 2021, mais d'après votre regard, votre propre lecture, vous estimez que si on organise l'élection présidentielle en 2021, on ne serait pas prêt, il est mieux de donner à l'actuel président une transition de 2 ans, le temps de préparer l'élection. Est-ce que vous pouvez expliquer votre pensée? Vous le dites si bien, je suis très heureux que vous le disiez si bien. C'est une proposition que nous avons faite. Ce n'est pas une décision que nous avons prise, nous n'en avons aucune qualité et on n'a aucun moyen d'imposer. C'est une proposition que nous avons faite, une proposition que nous lançons au débat au moment où nous sommes en train de préparer l'élection présidentielle. C'est dans quelques mois, c'est 10-12 mois. Donc, nous lançons ce débat pour dire, attention, lorsqu'on regarde les faits, techniquement, il n'est pas possible d'organiser l'élection présidentielle en 2021, qui ne soit pas contestée. Le problème, c'est ça. On peut faire l'élection présidentielle. Comme le président dit, non, on doit aller. Si, même dès demain, ils peuvent aller. Mais ça sera contesté. Et de contestation en contestation, on arrivera où? À la violence, à la perturbation de la paix. C'est comme ça qu'il faut poser le sujet. Est-ce que techniquement, nous sommes prêts pour convaincre les uns et les autres et pour faire différemment de ce que nous avons fait en 2016? Non. Et ça, je dis non. Techniquement. Pourquoi? Pour aller à une élection, il faut quoi? Un fichier électoral fiable. Il faut une commission indépendante. Je m'arrête là, puisqu'il s'agit de l'élection présidentielle. Une élection à circonscription unique. Eh bien, le fichier électoral actuel, il est constitué comment? C'est le recensement administratif spécial, le RAS, qu'on a fait en 2014, qui a créé beaucoup de problèmes que nous, on n'a pas validés. Le ministre de l'Intérieur m'entend. Nous n'avons pas validé parce que les chiffres étaient erronés. Je ne cite pas les départements où ça a été surestimé, mais horriblement surestimé. Nous nous sommes apaisés puisque nous allions à des élections locales. C'est des élections dans une circonscription qu'on pouvait contrôler. Et promesse nous avait été faite qu'à l'élection présidentielle prochaine, nous allons corriger les défauts qui avaient été constatés. Et comme l'élection présidentielle n'est plus tenue à la date constitutionnelle, puisque nous avons eu une élection anticipée, donc on n'a pas eu le temps de régler toutes ces questions. Et nous sommes allés à l'élection avec ce recensement administratif qu'on appelle administratif spécial. Ce recensement n'aurait eu de sens que si les sous-préfets, les maires faisaient leur travail correctement. Vous savez, chaque année, les sous-préfets et les maires doivent faire ce qu'on appelle la révision des listes électorales, la révision administrative. Ils ajoutent dans les monographies, ils ajoutent les nouveau-nés, on retranche les décédés et on prend les flux, on tient compte des flux migratoires. Il y en a qui se déplacent, on prend chaque année. Dit, l'Alikwala doit cette année nous donner sa population, ainsi de suite. Mais ça ne suffit pas pour aller à l'élection. Quand on a fait ça, c'est bien. Les monographies sont bien tenues. Dieu seul sait si encore on tient vraiment les monographies. Bon, je suppose qu'on le fait. Mais quand on a fini, il faut un référentiel. Le référentiel, il est où? Le référentiel, c'est ce qu'on appelle le recensement général de la population et de l'habitat. Et le nôtre, il n'a été fait que depuis 2007. Voilà le document. Depuis 2007,
le Congo, officiellement, nous avons 3 697 490 habitants. Ce n'est plus la population du Congo. 2007, aujourd'hui, ça fait 13 ans. Donc, la population a certainement augmenté. Certainement augmenté. Mais elle est de combien? Personne ne peut le dire. Alors, on joue sur des chiffres. Peut-être 4 millions. Il y en a plus optimistes, c'est peut-être 5 millions. Mais non, il faut qu'il y ait un recensement. Et ce recensement-là, il est très sérieux. Il se fait avec la communauté internationale, notamment avec le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui le fait avec chaque État, parce que nous avons l'obligation, tous les 10 ans, de faire un recensement général de la population de l'habitation. Et duquel, d'ailleurs, découlent nos politiques, toutes nos politiques. Est-ce que vous estimez qu'avec ça, nous pouvons aller faire un recensement et qui sera adossé sur ce recensement? Non. Il faut donc faire, en plus de ce qui n'a pas été fait chaque année, par les maires et par les sous-préfets, c'est-à-dire la révision administrative des listes électorales, mais il faut surtout aujourd'hui nous sortir les données nouvelles du Congo. Et au travers d'un recensement général de la population, voilà le document qui a été fait en 2017. Ça, c'est le travail de l'administration. On va certainement revenir sur, ça, c'est pas l'administration. Sur vos propos. Mais il y a quand même, une fois que le recensement que vous avez contesté en 2014 est sorti, vous préférez... Parce qu'il faut s'adosser sur ce recensement. Est-ce que depuis là, ça fait quand même beaucoup d'années, est-ce que vous contribuez, vous aidez le gouvernement à aller vers ce recensement général de la population? C'est vrai que c'est leur travail, leur objectif, mais est-ce que vous faites des contributions quand même? Non, mais ça, on ne fait pas de contributions. Est-ce que vous poussez le gouvernement à aller vers ce recensement? Bien sûr, j'ai fait plusieurs fois des interventions à l'Assemblée. À la séance de questions orales au gouvernement, j'ai interpellé Mme Eboka Babakaz pour dire « Attention !» C'était il y a 2 ans. Mais nous allons bientôt à l'élection présidentielle. Mais le recensement général de la population n'a pas commencé. Elle nous a dit, oui c'est vrai, mais nous avons un problème de financement. Et l'année suivante, on a inscrit sur une ligne, je crois, 1 milliard à peu près. Mais jusqu'aujourd'hui, ce recensement n'est pas fait. Il est fait techniquement avec le FNUAP, mais financièrement aussi, parce que c'est une obligation des Nations Unies. Donc ça, on doit le faire. J'apprends qu'il a commencé. Par quoi? Par les préliminaires. Je crois d'abord la cartographie, etc., etc. C'est très important. Si vous n'avez pas fait ce travail-là, vous ne pouvez pas avoir un corps électoral. Et ce travail venait de commencer, semble-t-il, je n'ai pas vérifié. Nous n'avons pas, nous, à faire des pressions. Si je le dis, c'est parce que nous avons des députés qui peuvent poser des questions aux membres du gouvernement. Mais ce n'est pas à nous de faire ce travail. On ne peut pas se substituer techniquement à ce que doit faire le ministère du Plan, la Direction générale de la statistique et des études économiques et même démographiques, plus le FNUAP. C'est un travail d'expert. Parce que sinon, on rentre dans la subjectivité. C'est un travail d'expert. Ce n'est pas à nous d'aller faire ce travail. Nous, on se sert des données. Et personne ne peut les contester. Ni la majorité, ni l'opposition. Quand vous avez un document comme ça, parce qu'après, ça doit être validé. Autrement dit, si on le commence maintenant, il faut au moins 2 ans pour avoir les résultats fiables. Et quand on vous les donne là, il y a tout. Le nombre de la population autochtone, la population... Ça, vous n'avez plus à discuter. Vous estimez que ce recensement est pour vous une condition avant d'aller à la présidentielle? Je ne dis pas une condition, mais on ne peut pas, je vous dis, on ne peut pas avoir des listes électorales fiables si vous n'avez pas ces données. Pourquoi? Mais si le RAS, le recensement administratif spécial, qu'on peut fabriquer rapidement, 6 mois, 1 an, on le fait. Mais nous allons encore contester. Si on dit le Niari disons, 50 000 électeurs, ben, il faut le vérifier. Quelle est la population du Niari? C'est-à-dire, si ça a 20 000 habitants, il doit avoir autour de 8, 9, 10, 11 000 électeurs. Donc, on a une estimation. Quand ça va au-delà, ou bien en deçà, c'est que ce n'est pas correct. Mais si vous n'avez pas ce référentiel, comment vous allez discuter? Sinon, on va rentrer dans les querelles. Et comme, effectivement, nous avons refusé de voter la loi électorale actuelle. Nous avons même fait l'esclave puisque nous sommes sortis parce qu'on n'a pas tenu compte de ce que nous avions dit. Vous vous rappelez de ce petit moment-là? Mais donc, nous avons dit... Dans votre déclaration, vous parlez justement, donc vous évoquez le recensement qui n'est pas fait, qui peut être un handicap. C'est pour ça qu'il faut prendre les 2 ans, mais peut-être qu'il y a autre chose. Non, je n'ai pas dit 2 ans, j'ai dit... Vous proposez une transition. J'ai une transition, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, mais j'ai dit, juste quand je regarde, travailler. Techniquement, on ne peut pas le faire avant 2 ans. Ça, en dehors du recensement, il y a autre chose? Oui, mais il y a la commission électorale. La commission qui fait. Notre commission doit être indépendante. Elle ne l'est pas. Alors quand on nous dit indépendance, c'est quoi l'indépendance? L'indépendance, c'est que cette commission s'occupe de toutes les opérations préélectorales et électorales.
Que ce soit une commission qui est là permanente. Donc quand on fait déjà le recensement, elle a déjà commencé le service. Or, tout ce travail préélectoral est fait par qui? Par le ministère de l'Intérieur. Au travers de qui? Des sous-préfets et de la Direction générale des affaires électorales. Aujourd'hui, nous avons une commission permanente aujourd'hui. Elle est mise en place en janvier 2016. Elle n'est pas indépendante. Vous avez quand même adopté cette loi. La loi, elle est votée. Nous sommes des démocrates, des républicains, elle est votée, Mais elle a des défauts, il faut les corriger. Il y a des défauts, il faut les corriger. Nous avions voté. Parce que nous, on a joué le jeu. C'est ça aussi, l'UPADES. On ne le reconnaît pas. À la limite, quand je dis nous avons un peu aidé le gouvernement, mais ça tient bien là, mais c'est l'homme. Je pense que vous êtes trop conciliant aussi. Il est trop conciliant. Et vous-même, vous d'ailleurs, vous contribuez à me charger. Mais nous avons dit, mais devant l'impossible, on ne peut rien. Mais nous avons dit, attention, mais il faut maintenant qu'on règle ces problèmes. Nous avons le temps. Et à Ouesso, nous sommes allés à la concertation de Ouesso en 2017, où on a dit, ça a été fait, ça a été fait, mais ça doit être fait avant l'élection présidentielle. 2017, on avait 2 ans pour régler ces questions-là. 2 ans. La commission, oui, elle est là. Permanente, je ne sais pas si elle est permanente. Mais non, peu importe celui qu'on met à la tête, est-ce que c'est de la couleur que veut l'opposition? Non, là, ce n'est pas le débat. Le débat que cette commission ait toutes ces prérogatives d'une commission électorale indépendante. Comme cela se passe ailleurs, même de l'autre côté du fleuve. On peut contester, vous savez, on contestera toujours. Mais au moins le minimum aura été fait. Cette commission a sur elle toutes les responsabilités. C'est ça l'indépendance. Mais puis, bon, il y a également une indépendance financière réelle. Ce n'est pas des dotations tous les 6 mois. Non, elle a un budget qu'elle gère en toute indépendance. Il y a des opérations qu'elle ne peut pas faire parce qu'il faut l'administration, parce qu'il faut la force publique. Mais elle a le pouvoir de réquisition. Si elle a besoin des gendarmes, des policiers, c'est le président ou le président de la commission locale qui fait une réquisition pour avoir les experts de l'administration, les experts de la force publique. Mais c'est ça. Ce n'est pas nouveau. Nous l'avons fait en 92. C'est la commission présidée par Monseigneur Kombo qui a fait tout. Et nous avons eu une bonne élection. Certainement, depuis l'indépendance, celle qu'on n'a jamais eue dans le pays. Et personne n'a contesté parce qu'Ali Souba était élu. Personne n'a contesté. Mais l'opposition a toujours un représentant dans cette commission électorale indépendante. Pardon? L'opposition a un représentant. Est-ce que de temps en temps, vous discutez des activités de cette commission permanente? Elle est dite paritaire. Vous savez, la parité, c'est quoi deux? C'est ça la parité. Elle est dite paritaire. Mais chez notre parité, il y a le pouvoir, il y a l'opposition, il y a le centre, il y a la société civile qui n'ont rien à voir. La société civile, ce n'est pas son rôle ailleurs. Mais chez nous, la société civile devient partie prenante. Les partis du centre, je ne jette pas le propre sur des amis pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mais s'il vous plaît, quand vous regardez, tout ça, c'est le pouvoir. S'il vous plaît. Ils ont beau faire des déclarations pour affirmer leur indépendance, mais quand on regarde, c'est toujours des appendices du pouvoir. Donc en réalité, on devait avoir deux, l'opposition et le pouvoir. Et le pouvoir peut intégrer tout ce monde-là dans son quota. Et face à face, il y a la majorité et l'opposition. Or, ce n'est pas ça, la commission électorale indépendante. Voyez-vous? Donc il y a une surreprésentativité du pouvoir. Parce qu'en plus de ce qu'est les majorités, et donc, il doit avoir plus que l'opposition. C'est normal. Ce n'est pas égalité, mais c'est l'équité. Mais en plus, il y a une surreprésentativité parce que s'intègre à elle le centre, la société civile, en fait, qui sont des appendices du pouvoir. Je ne jette pas le problème sur ces camarades, qui sont des camarades de valeur, mais c'est la réalité. Et donc, la question de parité, elle est faussée. Et nous demandons donc que tout ceci soit réparé, qu'il y ait une vraie commission. On me dit... Est-ce qu'en France, il y a des commissions? C'est le ministère de l'Intérieur qui gère. Est-ce qu'aux États-Unis? Ouais, c'est l'administration. Mon Dieu. Mais là-bas, il y a une administration. Ici, on a des militants. Les sous-préfets, c'est des militants du PCT. On a beau leur demander d'être indépendants, mais ils ont en eux, dans leur ADN, ils sont PCT. Ils travaillent pour le PCT, pour le pouvoir, pour qu'ils y restent. Donc, on ne peut pas compter sur cette administration. Si nous avions une administration autonome, véritablement autonome, comme elle l'est dans ces pays, il n'y aurait pas de problème, on n'aurait pas besoin d'une commission électorale. Est-ce que tout cela, votre insatisfaction, peut justifier la démarche que vous avez entamée envers les représentations diplomatiques qui sont ici à Brazzaville?
comme nous expliquons à la presse, comme nous expliquons à ceux qui représentent ces pays, pour dire, voilà la situation dans notre pays, et vous avez le devoir aussi de le savoir. Peut-être aussi d'en informer vos pays respectifs. Il n'y a aucun problème. Nous n'avons enfreint aucune règle de courtoisie diplomatique. Nous sommes allés les voir. Ils nous ont d'ailleurs bien reçus. Nous avons exposé. Mais ils le savent de toute façon. Et nous avons rappelé que l'Union européenne, dans le cadre des accords de Cotonou, l'Union européenne a l'obligation, je crois tous les 6 mois, il y a une périodicité, on doit discuter avec le gouvernement pour regarder les questions de paix, de violation de droits de l'homme et de démocratie. Et sur les questions de démocratie, mais il y a ces questions, ça qu'il faut regarder. Donc en fait, nous leur avons dit ce qu'il faut, qu'ils doivent faire d'ailleurs. Donc il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas allés, ce n'est pas une trahison, que nous sommes allés trahir le pays, il n'y a pas de trahison. Nous sommes allés officiellement expliquer aux chefs de mission diplomatique qui sont dans notre L'article pays. 7 aussi de votre statut vous donne la possibilité d'aller rencontrer... Le décret également qui institue le chef de file de l'opposition lui donne le droit de discuter avec les ambassadeurs. Et ce n'est pas la première fois que j'ai rencontré les ambassadeurs. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, messieurs les journalistes, les raisons pour lesquelles. Mais techniquement, nous avons dit, mais ça, si on doit le faire, sans qu'il y ait la contestation, il n'y a pas moins de 2 ans. Ça, c'est technique. Maintenant, politiquement, tout ceci a un coût. C'est des milliards qu'il faut sortir. En un temps record, dans les temps actuels, où nous avons des charges, des étudiants, des retraités, et s'ajoutent des problèmes graves d'inondation et tout ce que l'on vit. Pointe-Noire, la ville pétrolière est dans les eaux, et il faut peut-être même un plan Marshall pour sauver nos villes. Est-ce qu'en même temps qu'on a ces problèmes sous les pieds, on doit mettre 20 milliards, 30 milliards pour régler les questions? Le Premier ministre vous a répondu une fois sur cette question, que le gouvernement cherchait des moyens pour relancer la viabilité des villes. Merci. Vous avez vu dernièrement, ça continue. On cherche toujours les moyens. Alors si on a les moyens, peut-être qu'il faut prioritairement les affecter là-bas. Mais Pointe-Noire est dans les eaux. Même le centre-ville dans les eaux. Toutes les canalisations sont bouchées. Donc il faut beaucoup d'argent. Sinon, il y a des villes qui vont disparaître. Ou des quartiers entiers qui vont disparaître. Ce qui veut dire que même dans les 2 ans, on ne pourra pas tenir à l'élection selon votre Il faut regard. donner le signal. Je ne dis pas que même si on a de l'argent aujourd'hui, on ne répare pas ça en un jour. C'est quand même des travaux titanesques qu'il faut engager. Mais il faut montrer au peuple qu'il y a la volonté d'agir rapidement sur les questions qui les touchent directement. Parlons des élections, M. le Premier. Voilà. Donc je dis c'est tout ça. Et je reviens, et donc nous n'aurons pas le temps, nous n'aurons pas les ressources disponibles pour régler ces questions. Mais ça peut être comme subsidiaire. Fondamentalement, c'est techniquement, il faut une refonte du fichier électoral. Il faut refaire la commission électorale indépendante. Et en 1 an, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Mais il faut le faire consensuellement. Il faut que nous soyons d'accord. Maintenant, si le gouvernement, peut-être c'est ce qui nous prépare, veut faire un passage en force, au bout c'est quoi? C'est la contestation. Que le gouvernement s'attende bien à une contestation, parce que ce ne sera pas une élection crédible. Et alors, le président Sassou, comme ça, d'année en année, de mandat en mandat, il reste simplement sur le fait de la contestation. Il peut à un moment aussi s'arrêter pour dire, non, je vais faire les choses proprement. Au moins peut-être pour la dernière fois. C'est pour ça peut-être vous pensez lui faire un bonus, comme il y a eu réaction au sein de l'opposition. Vous voulez donner un bonus au président Sassou? Non, ça, on va arriver tout à l'heure. Je crois que le débat est intéressant. Je voulais d'abord qu'on s'arrête pour constater que les gens comprennent que ce que j'ai proposé, c'est pas une vue de l'esprit. Je n'ai pas inventé, j'ai regardé les chiffres. Et puis aussi, je suis quand même, sur les questions électorales, depuis 1982 que je suis député. Donc je suis... Ça. Et c'est vrai ce que nous disons. Maintenant, il reste quoi? Nous faisons une proposition, mais d'un compromis historique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire le compromis? Tu me donnes, moi je donne. Le président Sassou, nous demandons qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. En contrepartie, il gère cette petite transition. C'est ça le compromis. Mais pourquoi? J'entends ceux du pouvoir dire, mais de quel droit il peut interdire? Mais parce qu'il n'aura pas. Il n'aura pas, lui, organisé l'élection à date échue. Dans les conditions régulières. Dans la norme, il n'aura pas. Parce que donc, le PCT pense que c'est vous leur privez de leur champion, qui a toujours gagné. D'accord. Mais je dis, c'était à eux de faire en sorte que l'élection présidentielle ait lieu, mais correctement, en 2021. Si tout avait été fait,
Le recensement général est fait. Le corps électoral est fait. Tout ce que nous avons demandé à Ouesso est fait. Diable. Mais pourquoi viendrons-nous pour demander qu'on reporte? Non, les choses se font. Et leur champion est là pour gagner ou pour ne pas gagner. Donc là n'est pas problème. N'est pas le problème. Nous n'empêchons pas leur champion d'être candidat, mais il faut qu'il soit candidat dans les conditions régulières et qu'il soit élu dans les conditions, enfin dans les conditions régulières. C'est ça que nous leur demandons. Et je crois que c'est bien pour eux et bien pour le président Sassou lui-même. Mais après, il y a une bonne partie de vos collègues à l'opposition qui ne marchent pas avec vous sur cette question. Bien sûr. Écoutez, mais c'est une proposition que nous faisons. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un dialogue. Nous irons avec quelque chose à mettre sur la table. Ceux qui ne veulent pas, ils proposent quoi? Ils ne sont pas d'accord. Non? Il faut un dialogue inclusif. On doit tout remettre sur la table. Je souris un peu. Hein. On va faire quoi? Une conférence nationale. Moi, je dis c'est un dialogue sur ces questions. D'abord ces questions. Peut-être bien deux, trois, mais nous n'irons pas pour renverser la table pour tout faire. Nous n'en avons pas les moyens. Il faut être réaliste. Il y a un problème de rapport de force. Ce qui a été fait en 1991 à la conférence nationale, nous aurons du mal à le faire aujourd'hui. C'est tout. Alors, il y en a qui rêvent d'une conférence nationale. C'est très gentil pour eux. Mais je trouve ça simplement... c'est ça la vue de l'esprit. On ne peut pas le faire. Comme on dit, il faut manger morceau par morceau. Si on peut obtenir d'abord qu'on se retrouve avec le pouvoir pour régler la question de l'élection présidentielle, et peut-être que, chemin faisant, on peut ajouter un deuxième point à l'ordre du jour, c'est déjà beaucoup. Mais si nous allons avec des exigences, il faut tout ça, il faut faire ça, il faut régler tous les problèmes du Congo, depuis le commencement, peut-être même jusqu'à la fin, le pouvoir dira, ah bon, vous venez ici, c'est pour couper des têtes, mais nous on ne veut pas. Voyez-vous? On ne peut pas les appeler en même temps, vous dites, on vient vous fouetter. Non, il faut qu'ils soient rassurés que nous venons pour discuter en patriotes, aimant leur pays, pour poser les vrais problèmes et arriver à des solutions convenables pour les uns et pour les autres. Mais il ne s'agit pas de préjudicier un camp. Ah non, moi je suis un homme juste. Donc quand je dis le compromis historique, on prolonge le mandat du président de 2 ans pour avoir cette transition et pour régler ces questions-là. Mais en contrepartie, le président n'est pas candidat. Alors je vous dirai pourquoi, si vous voulez. J'ai écouté le PCT. La première réaction, c'est une levée de bouclier. Hein. Moi, je rigole. Et les premiers qui ont parlé, c'est bon, en dehors du PCT, il y a les partis alliés. Je vais prendre un exemple. Les partis alliés de Pointe-Noire. Le président Sassou en 2016 a été humilié à Pointe-Noire. Alors, ces gens qui parlent là, Sassou doit être candidat. Sassou doit être candidat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 2016? Pourquoi ils n'ont pas voté massivement pour lui? C'est là qu'il a été humilié, le président Sassou. C'est mon coco qui a gagné. Et ceux qui parlent, les premiers qui parlent là-bas, j'écoute, ce sont les partis alliés qui sont de Pointe-Noire. Mais la démonstration qu'ils auraient faite, c'est de voter massivement pour le président Sassou et éviter à leur champion une humiliation à Pointe-Noire. Ça, c'est des histoires, je ne crois pas. Voyez-vous, on dit souvent que un pays est dangereux, pas seulement à cause de la méchanceté des hommes mauvais, mais aussi à cause de l'hypocrisie des hommes bons. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il ne peut pas dire la vérité au président. Et le président, il s'entoure aujourd'hui des hommes qui ne lui disent pas la vérité. Et qui nous écoutent un peu. Peut-être c'est nous qui lui disons la vérité. Et peut-être c'est nous qui pouvons le sauver. Peut-être que c'est plus compliqué. J'en viens à un autre exemple. Voilà, quand c'est la contradiction, on part de votre propre camp. C'est plus compliqué. Non, non, pas du tout. Quand l'opposition ne vous porte pas sur cette démarche-là. Mais laquelle? La fédération de l'opposition. Qui dit quoi? Le collectif des partis de l'opposition qui pense que vous voulez servir à M. Sassou un gâteau sur le plateau. Mais quel gâteau? Qu'il reste pendant la transition et puis en plus... Mais autrement dit, alors autrement dit, bon, ok, ils vont faire les élections. Ils peuvent faire les élections. Hein. Le PT peut faire ces élections-là. Et eux qui parlent là, ils n'arrêteront pas. M. Sévérin, ils n'arrêteront pas. Et M. Sassou prendra 5 ans. Au lieu de 2 ans, il en prendra 5. Et il pourra encore en prendre 5. Jusqu'à épuisement de ses forces. C'est ça qu'ils veulent, eux. Et pas le peu que moi je propose. Je n'ai pas bien compris. Si c'est ça leur proposition, mais qu'ils le disent. Parce que je n'ai pas entendu. Ils sont d'accord pour le dialogue. Madame Mounari a dit qu'elle ne croit pas à une élection présidentielle qui pourrait se tenir en 2021. Quand même, j'ai entendu. Bon, beaucoup de nuances. Mais après, elle vous dit quand même, vous n'avez pas le droit de donner les bonus au président qui arrive à la fin de son mandat. Mais enfin, bon sang.
C'est quoi le compromis? C'est un compromis. Nous donnons, lui donne. Et nous sommes quittes. Nous avons le pouvoir. En 2023, on peut prendre le pouvoir. Et il y aura une alternance paisible, apaisée, sans effusion de sang. C'est possible. Et même dans votre propre parti aussi, les gens l'idée ne fait pas l'unanimité. Mais nous sommes un parti démocratique. Hein. Chez nous, on débat. Ce n'est pas l'unanimisme. Dieu merci d'ailleurs. Nous ne sommes pas un parti unanimiste. On est un parti démocratique. Il y en a qui sont contre, mais la majorité est d'accord. S'il y a 2 ou 3 qui ne sont pas d'accord, c'est de leur droit. Ce que je regrette, c'est qu'il pas les moindres aussi. Votre numéro 2 qui s'oppose à ça. Il peut être le numéro 2, il peut être le numéro 3, mais ce n'est pas la majorité qui a parlé. Un parti ne se gère pas parce que le numéro 2 n'est pas d'accord. C'est bien. Mais sauf qu'il n'a pas dit ce qu'on devait faire. Il a dit seulement, je n'ai pas été consulté, ceci, c'est cela. On n'a pas consulté les instances. Nous ne fonctionnons pas comme ça. C'est une proposition que nous avons faite. Quand nous prendrons la décision, écoutez-moi bien, quand nous irons à ce dialogue que nous appelons de tous nos voeux, si nous y allons, des décisions sortiront. Pour les appliquer, à ce moment-là, il faudra que les instances délibérantes soient convoquées. Mais pour le moment, on fait une proposition qui relève du pouvoir du chef du parti que je suis. On va compter c'est quoi? Et ce n'est qu'une proposition. Alors lui, il n'a pas été... Nous avons un débat là. Et qu'est-ce qu'on a proposé? Rien du tout. Que la querelle, que la querelle. Moi, je me suis éloigné de la querelle. Ce n'est pas ça. Et nous, je suis heureux qu'il y ait comme ça des débats contradictoires en notre sein pour montrer à tous ces partis que l'UPADES, ce n'est pas un parti unanimiste, c'est un parti démocratique. Il y a des opinions. Mais ce qu'on retient, c'est l'opinion majoritaire. Quand l'opinion majoritaire m'aura dit, c'est pas ça, je m'arrêterai. Je ne parlerai plus. Mais je n'ai pas entendu ça. Donc 2, 3, 4, 5, fut-il le deuxième qui parle, ça ne me dérange pas. J'attends que la majorité de l'UPADES se lève pour dire, arrêtez-vous, vous êtes en train de faire une connerie. Excusez-moi le mot. Ce n'est pas ça le cas. Et je suis content qu'il y ait des divergences comme ça. C'est ça un parti. Même dans votre famille, vous n'êtes pas toujours compris par tout le monde, même par vos enfants. C'est normal. Je reviens maintenant pour dire, attention, nous sommes sur une pente dangereuse. Et moi, ce qui apparaît comme des courtisans qui ne disent pas la vérité, peut-être pour terminer, moi j'en ai peur. Et je vais terminer sur cette question en disant ceci, au président Sassou qui m'écoute certainement. En 1953, Staline meurt. Staline, le grand Staline meurt. Foudroyé certainement par une commotion cérébrale, il meurt. Autour de lui, il y a qui? Que les proches. C'est Beria, le patron des services de sécurité, la NKVD, l'ancêtre du KGB. C'est Malenkov et c'est Khrouchtchev qui pouvaient approcher, parce qu'on avait même peur du cadavre. Et quand le médecin légiste est venu confirmer le décès, c'est fini. Ils se sont mis à se battre. Beria voulait prendre le pouvoir déjà là. Ils l'ont assassiné. Et le pouvoir est revenu à Malenkov. Mais ce n'est pas tout. 1953. En 1956, lorsqu'a lieu le 20e congrès du PQS, le président Sassou m'écoute, il connaît bien ça. L'estocade est venue d'où? Pas de ceux qu'on croyait c'était les adversaires, c'est Khrouchtchev qui lance quoi? La déstalinisation. Tout le machin de Staline, les crimes, les machins, c'était ça. Donc ce n'est pas Tsati Mabiala qui lancera l'estocade, mais c'est eux qui disent Sassou, le président Sassou, il doit être candidat. C'est l'hypocrisie. Ils sont plus proches du président Sassou. Ils sont proches du président. Et vous-même aussi plus proche du président Sassou. Ah bon? Excusez-moi, moi aussi proche du président Sassou. Ah bon, non, vous rigolez quoi. Non, je ne suis pas proche du président Sassou, mais c'est le président de la République. J'ai des rapports de ce qu'un citoyen qui a des responsabilités politiques peut avoir avec le président Sassou. Moi, je ne vois pas le président Sassou tout le temps. Je ne vois le président Sassou que lorsque je vais lui présenter les vœux. Peut-être que vous ne le savez pas. On se dit 2-3 mots. Alors c'est ça voir le président Sassou? Oui, c'est ça le réalisme. Et nous sommes là toujours, en train de gérer l'héritage de Pascal Lissouba, comme vous le dites. Donc il faut que le président Sassou fasse attention à des gens comme ça là. Notre champion. Mais le président Sassou, c'est quand même aujourd'hui a pris une dimension africaine. Ce n'est plus un petit président. Il est parmi les plus anciens en fonction. Au moment où des jeunes présidents quittent le pouvoir par eux-mêmes, alors lui, jusqu'à quand? Je pense que ce qui taraude l'esprit du président Sassou aujourd'hui, ce n'est pas combien de mandats il me reste. Il peut les prendre tous. Hein. Il a les moyens, et tout, il peut prendre tous les mandats, comme il veut. On arrive en 2031, il change encore la Constitution, et puis il continue. Il peut le faire. Mais ce sera un mandat de trop et pour rien. Pourquoi de trop?
Mais pourquoi qu'il va faire avec? Pour rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes en programme avec le FMI. Quel est le programme qu'il va venir lui appliquer? C'est le programme imposé. Parce que 3 ans, il faut appliquer les 48 mesures. C'est ça le programme du Congo. On ne peut pas faire des investissements en dehors de ce qui est prescrit par le Fonds monétaire international. Nous sommes sous tutelle chinoise. Parce qu'on a été tellement prendre de l'argent que nous sommes maintenant sous la tutelle chinoise. Quel programme il peut faire? Oui, monsieur le Premier secrétaire, vous dites des bonnes choses. Le temps nous est imparti. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Nous retiendrons que vous continuez à vous battre justement pour que la proposition passe au niveau de votre parti, au niveau des autres forces politiques de l'opposition, jusqu'à ce que vous irez au dialogue avec cette idée, peut-être peaufinée aussi avec la contribution des autres. Donc nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et à la prochaine occasion.